Suspense au-dessus des États-Unis. Il y a actuellement quelque part entre l'État de Washington et le Nevada un Boeing 727 détourné. À l'intérieur, 5 hommes, un pirate de l'air et 4 membres d'équipage. Et 2 parachutes aussi. 2 ou 4, on ne sait pas très bien. Et on commence à se demander avec inquiétude ce que compte faire le pirate de ces parachutes. Bonsoir, c'est le plus grand mystère criminel de l'histoire de l'aviation et peut-être le plus grand mystère criminel tout court, un braquage en plein ciel qui ressemble à s'y méprendre à un tour de prestidigitation. Comment dérober des centaines de milliers de dollars à 10 000 pieds d'altitude et disparaître en sautant en parachute avec la rançon? Cette histoire n'est pas un poisson d'avril, c'est celle extraordinaire d'un certain Dan Cooper, passager, pirate de l'air et gangster qui, en 1971, a réussi en solo le plus insensé des fric-frac. Le coup parfait car 50 ans après, malgré une interminable enquête du FBI et des centaines de personnes entendues, force est de constater que Dan Cooper, l'homme aux lunettes noires et au costume cravate, garde tout son mystère. Une énigme absolue. On connaît sa silhouette, son aptitude à ne pas trembler, mais on ignore son vrai nom, son vrai visage, le timbre de sa voix et ses motivations. Comment un homme seul a imaginé le plus inimaginable des crimes? Que voulait-il vraiment? Je poserai bien sûr ces questions et bien d'autres à nos invités avec lesquels nous allons tenter de lever le voile sur ce qui s'apparente aujourd'hui au crime parfait. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Dan Cooper, à l'hiver 1971, dans le brouhaha de l'aéroport de Portland, personne ne se doute que ce passager lambda va commettre un braquage tout aussi inédit qu'impensable. Ce mercredi 24 novembre 1971, les passagers du vol Northwest Airlines 305 patientent tranquillement en salle d'embarquement. Le décollage est prévu dans environ 3 quarts d'heure, à 16h35. Un vol de routine, un saut de puce, 20 minutes de trajet à tout casser. L'avion, un Boeing 727, doit relier l'aéroport de Portland, au nord de l'Oregon, à la ville de Seattle, dans l'état voisin de Washington. Le temps n'est pas au beau fixe. Ce jour-là, il commence à pleuvoir. La météo annonce beaucoup de nuages et de sérieuses perturbations pour le lendemain. L'appareil est loin d'afficher complet. La liste des passagers compte seulement 36 personnes, quelques familles et des hommes d'affaires qui font la navette entre les deux villes et qui semblent tous se ressembler. L'un d'eux a acheté son billet au dernier moment. Il porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Ses cheveux sont bruns, coupés, assez courts, visage long et ovale. On ne voit pas ses yeux, cachés par des lunettes de soleil. Il semble avoir entre 30 et 40 ans. Il tient dans sa main droite un attaché-case en simili-cuir. Ce passager solitaire est inscrit sur ce vol sous le nom de Dan Cooper. L'embarquement du vol 305 à la porte numéro 2 de l'aérogare se déroule sans incident. Tout le monde prend place à bord du Boeing. Le commandant de bord, William Scott, un navigant chevronné, des milliers d'heures de vol à son actif, souhaite la bienvenue aux passagers. L'avion décolle à 16h45 avec 10 minutes de retard. Cap au nord, en direction de Seattle. Le passager Dan Cooper est assis au tout dernier rang sur le siège de droite de l'allée centrale. Il n'y a personne autour de lui. Il a gardé ses lunettes noires et il a allumé une cigarette. À l'époque, fumer dans un avion est permis. L'espace fumeur est cantonné aux places arrière. Le passager a commandé un verre de bourbon. 3 minutes plus tard, il rappelle l'hôtesse, Florence Schaffner, 23 ans. Celle-ci s'approche. Le passager lui demande aussitôt de s'asseoir à côté de lui. La jeune femme est persuadée d'avoir affaire à un dragueur. Elle refuse la proposition, précisant que le règlement de la compagnie interdit au personnel de cabine de s'asseoir avec les passagers. L'homme insiste et sa voix se fait soudain plus froide. Il tend alors un papier avec ces mots inscrits en grandes lettres d'imprimerie, rédigés avec un normographe. « J'ai une bombe dans ma mallette, j'en ferai usage si nécessaire. Je veux que vous vous asseyez à côté de moi. Ceci est un détournement. » Au fond de l'avion, personne n'a remarqué que l'hôtesse avait pris place auprès d'un passager. Celle-ci n'est pas vraiment rassurée après avoir entrevu le contenu de la mallette
6 à 8 cylindres rouges, peut-être des explosifs, reliés à un ensemble de fils électriques de toutes les couleurs, et ce qui pourrait être une batterie. Sur la poignée, on distingue un genre d'interrupteur qui tient avec un morceau de Chatterton, de quoi très certainement déclencher la bombe. Florence Schaffner prend sous la dictée les doléances du pirate, qui lui demande d'en faire part tout de suite au commandant de bord, sans attirer l'attention des passagers, sinon il fera sauter tout le monde. Bonsoir Jean-Pierre Otelli. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes pilote très expérimenté, éditeur aux éditions JPO, la collection Jacques Pradel, qu'on salue évidemment ce soir, de nombreux ouvrages, dont Gangster du ciel, qui est un ouvrage dans lequel vous revenez sur cette incroyable histoire d'Ann Cooper. Alors histoire, on ne va pas la dévoiler tout de suite évidemment. On est là, Jean-Pierre Otelli, en 71, autre temps, autres mœurs et autres cieux, j'ai envie de dire. On peut vraiment à l'époque comme ça facilement embarquer sous un faux nom avec une mallette pleine de fils électriques et une batterie ? Oui, absolument. On est dans une époque totalement différente où il y a eu quelques attentats terroristes, mais ils étaient réalisés de manière totalement différente de ce qui se fait aujourd'hui. On n'est pas obligé sur les vols intérieurs aux États-Unis de décliner son identité. On prend un billet, on annonce son nom, on le marque sur le billet, c'est tout simple. En plus, sur le vol, sur le 305 de Northwest, et il n'y a pas de seating. Et ce n'est pas un détail inutile. C'est-à-dire que normalement, sur la plupart des vols, les places sont marquées sur votre billet. Oui, tout à fait. Or, sur ce vol-là, il n'y en a pas, pour la simple raison qu'il n'y a que 36 passagers et qu'on peut simplement dire aux passagers, écoutez, installez-vous, prenez la place que vous voulez. Et ça, c'est pas un détail, ça veut dire que Dan Cooper choisit lui-même de s'installer au dernier rang. C'est une place stratégique qu'il va occuper et qui va montrer qu'en fait, il a fait une préparation absolument extraordinaire qu'on ne retrouvera plus tard nulle part. Oui. Parce que les gens qui ont essayé de l'imiter n'ont pas été aussi bons. Bien sûr, c'est tout à fait méticuleux. Et évidemment, on va y revenir très longuement dans cette heure du crime. C'est presque une précision horlogère, c'est cette espèce d'opération que mène Dan Cooper. Encore un petit mot, Jean-Pierre Otelli. À l'époque, les détournements, ils sont peut-être sans doute pas monnaie courante, mais ça commence à apparaître. C'est fréquent dans ces années 70. Alors oui, on commence à avoir des détournements qui sont rares, qui se terminent en général mal. Ce sont souvent des détournements qui sont en rapport avec la question palestinienne. L'OLP détourne des avions, c'est en général en Extrême-Orient. En général, à la fin du détournement, ils font sauter l'avion, c'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Mais des détournements intérieurs sur des vols aussi courts et aux États-Unis, non, il n'y en a pas. Et ça n'existe pas. Hein. On n'a pas encore les gangsters n'ont pas encore cette idée de pouvoir tirer de l'argent à partir d'un détournement d'avion. Absolument. Et on précise qu'à l'époque, le terrorisme, c'est Moyen-Orient, Proche-Orient. C'est d'ailleurs les prémices, et que ça se développe surtout là-bas, mais surtout pas au cœur des États-Unis. Bonsoir Pierre Mikhaïlov. Bonsoir Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de l'affaire Dan Cooper. C'est un livre, c'est votre vue sur l'affaire Dan Cooper, qui sort aux éditions de la Manufacture de Livres. Il sort aujourd'hui. Merci beaucoup de nous en accorder la primeur. Pierre Mikhaïlov, j'ai très brièvement décrit comme ça, en quelques mots, ce Dan Cooper, qui s'appelle d'ailleurs sûrement pas Dan Cooper, dans cette salle d'embarquement. À quoi est-ce qu'il ressemble, cet homme, comme ça, les premières visions Alors voilà, vous avez commencé à le décrire. Donc c'est un homme qu'on estime autour de 45 ans. Et le problème de ce Dan Cooper, c'est qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il ressemble à un cadre ou un employé d'épicerie ou un patron d'épicerie. Il a un petit costume pas très luxueux, noir, une petite cravate qu'on va retrouver dans l'avion d'ailleurs plus tard. Une cravate qui est même pas nouée, je crois que c'est une cravate à clip. Voilà, une cravate à clip. On va retrouver cette cravate dans l'avion plus tard. Il ressemble en fait à personne et à rien. Donc il est très difficile à identifier. Et c'est aussi, je pense, pour cela que beaucoup de gens vont croire l'avoir croisé, des femmes qui sont des persuadées. Dizaines de fois et des milliers de fois. Oui, en fait, il y a eu 800 personnes, plus de 800 personnes interrogées par la FBI.
Et parmi ces 800 personnes, il y a eu 12 suspects qui correspondaient plus ou moins, mais plutôt moins que plus, à Dan Cooper, au vrai Dan Cooper. C'est un passe-muraille, ce Dan Cooper. Vous le décrivez bien, d'ailleurs. C'est une espèce d'ombre un petit peu fantomatique, comme ça. Personne ne se souvient très réellement de ses traits, de son visage, de son allure, de sa démarche. Il y a des portraits robots qui vont être établis un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils montrent, ces portraits robots ? Ils montrent le visage d'un homme mince, qui mesurait dans les 1m80, qui était d'un poids moyen. Donc tout est moyen chez lui. Tout est moyen et ça le rend très difficilement... Sauf ce qu'il va accomplir. Sauf ce qu'il va accomplir, effectivement. Là, on est plus dans le génie que dans la moyenne, effectivement. Qui tient du génie criminel, effectivement, le passager Dan Cooper est, pour le moment en tout cas, maître de la situation. Impossible de savoir si cet homme bluffe ou si elle a vraiment l'intention de faire sauter l'avion. Le commandant de bord ne va pas avoir d'autre choix que de suivre ses ordres. L'hôtesse Florence Schaffner a obéi au passager Dan Cooper. Elle est allée immédiatement prévenir de la situation sa supérieure, la chef de cabine Tina McClough, puis le commandant de bord William Scott. Celui-ci croit un canular, mais accepte d'aller rencontrer cet étrange pilote de l'air. Il passe les commandes de l'appareil à son copilote et se rend au fond du Boeing. Il a en face de lui un homme très calme. Il est surpris par ce personnage qui parle peu, mais ne tremble absolument pas. Il n'est pas agité, ne transpire pas en dépit des circonstances. Le commandant Scott dira plus tard avoir eu affaire à une personnalité déterminée, sûre d'elle, quelqu'un suivant à la lettre un plan précis. Le passager demande au commandant de contacter la tour de contrôle de Seattle. Sa requête est précise. Il souhaite qu'une somme de $200,000 soit préparée dans l'heure, uniquement des petites coupures de $20. Il réclame également 4 parachutes, 2 ventraux et 2 dorsaux. Il précise qu'il ne souhaite pas d'équipement militaire, mais des parachutes civils. On peut les trouver, dit-il, à l'aéroclub d'Issaca, tout près de Seattle. Le commandant de bord s'exécute. Le passager Dan Cooper lui a donné l'ordre de ne pas atterrir tant que la somme de $200,000 et le lot de parachutes n'ont pas été réunis. L'aéroport de Seattle est alerté du détournement du vol 305. Les équipes de secours, pompiers, ambulances se positionnent très vite sur le tarmac. La police de Seattle et le FBI arrivent sur place. Le président de la Northwest Airlines est également prévenu. Il est catégorique. Peu importe si ce pirate est un étranger dérangé ou s'il bluffe, il ne veut pas mettre en danger la vie des passagers et de l'équipage. Il demande de se plier aux exigences de ce Dan Cooper. À 17h26, le Boeing survole Seattle. Il commence alors à faire des tours au-dessus de l'agglomération. Les passagers sont informés d'un léger retard à cause d'un trafic aérien saturé. Ils ne se doutent de rien. En un temps record, les autorités réussissent à réunir la somme collectée dans toutes les agences bancaires du secteur. Les parachutes ont également pu être trouvés chez un instructeur. Impossible de savoir ce que mijote le pirate et pourquoi il a exigé 2 paires de parachutes, manifestement destinés à lui-même et à une deuxième personne. Il est tout à fait possible qu'il ait un complice. Le FBI consulte la liste des passagers et constate que, curieusement, il y a un autre Cooper enregistré sur le vol, un certain Michael Cooper. Est-il de mèche avec Dan Cooper ? À suivre. À 18h24, le vol 305 reçoit l'autorisation de se poser. Une pluie battante s'abat sur les pistes. Le Boeing est dirigé vers un parking isolé, juste en face d'un entrepôt de fret. Des dizaines de policiers en tenue et en civil sont au rendez-vous. Une camionnette de la Northwest chargée de l'argent et des parachutes attend, les portes arrière grandes ouvertes. Alors, l'échange est désormais sur le point d'avoir lieu. On a en ligne, toujours dans l'heure du crime, Jean-Pierre Otelli, pilote et puis auteur de cet ouvrage, des gangsters du ciel, aux éditions JPO. Jean-Pierre Otelli, vous le disiez un petit peu il y a quelques minutes, il a tout prévu, Dan Cooper, là. C'est presque minuté. On a l'impression qu'il a pris au piège quasiment même les autorités.
Ah oui, la grande force de Dan Cooper, c'est la préparation de son plan. C'est quelqu'un qui sait gérer le temps, ce que généralement les gens qui attaquent une banque ne savent pas faire. C'est quelqu'un qui sait gérer le moindre détail, la météo. C'est pas pour rien qu'il se passe à Seattle. Si le détournement, la prise d'otage s'était déroulée en Californie, ça n'aurait pas marché, parce que la météo joue un grand rôle dans cette attaque. Il pleut, il y a beaucoup de nuages, et pour la suite de ce qui va se passer, ça joue énormément. Ça permet de disparaître un petit peu et de se cacher. Et alors, puis c'était la question subsidiaire, mais quand je vous dis, il met la pression sur les autorités, c'est-à-dire qu'elles ont très peu de temps pour trouver l'argent, très peu de temps pour trouver les parachutes. Vraiment, là, elles n'ont pas le choix. Il faut répondre aux pirates. Et alors, il a l'intelligence de ne pas demander une trop grosse somme, parce que $200 000, c'est un peu moins de 200 000 euros aujourd'hui. C'est presque rien, même pour l'époque. Et ça permet au FBI de récupérer cette somme en allant de banque en banque très rapidement et de réunir tout ça dans un sac en moins d'une heure. S'il avait été stupide, il aurait demandé une grosse somme qui n'aurait pas pu être réunie. Or là, en moins d'une heure, l'avion a fait une attente autour de Seattle, et pendant ce temps-là, la somme a été réunie. Au moment où l'avion atterrit, le représentant de la Northwest a le sac avec l'argent. Ce sont des tout petits détails, mais qui ont été parfaitement préparés, parfaitement vus. Le fait qu'il donne au FBI exactement le type de parachute qu'il veut, où ils peuvent les trouver, quel type de ventral, quel type de dorsal, comment ils doivent les emballer, tout ça montre que c'est pas du tout un amateur, c'est un vrai professionnel, et ce sera une des choses, toute cette série de détails qui permettront au FBI d'essayer de recouper, de faire du recoupement en disant voilà, il nous faut un parachutiste, un type qui connaisse parfaitement ça. Malheureusement, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. En tout cas, effectivement, vous le dites très très bien. Jean-Pierre Otelli, c'est un homme qui est rompu à l'aviation, qui connaît ce genre de machine et ce genre de contexte. Pierre Mikhaïlov, auteur, je le rappelle, de l'affaire Dan Cooper, qui sort aujourd'hui même à la Manufacture de livres. Alors, il y a ce face-à-face, finalement, entre Dan Cooper et puis l'hôtesse et puis le commandant de bord. C'est stupéfiant comme scène, parce que là, il a la maîtrise de l'événement, Dan Cooper. Je disais, il ne transpire pas. Il est d'une froideur absolue. Absolument. Et l'hôtesse de l'air le décrit comme quelqu'un de très poli, comme un homme poli, qui va aller jusqu'à payer sa consommation. Lorsqu'il commande un bourbon soda, il va payer son bourbon soda. Donc absolument, il correspond absolument pas à l'image du criminel. C'est pour ça qu'on pense plus à quelqu'un qui a été employé, peut-être qui a été licencié, et qui a des comptes à régler avec cette compagnie, plus qu'à un criminel chevronné. Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression, et ça, vous avez raison. C'est une des hypothèses. Hein. Oui, mais vous avez raison, Pierre Mikhaïlov, d'aborder ce sujet, parce que c'est très intéressant. On a l'impression qu'effectivement, il joue un petit peu avec les événements, il joue avec l'équipage. Il y a une sorte de pari qu'il engage. On le sent comme ça ? C'est vrai, parce que la somme d'argent n'est pas si importante que ça, et c'est plus comme si son objectif c'était de régler des comptes avec la compagnie, et dans la mesure où il a l'air de bien connaître tout le côté technique, l'entourage, l'aéroport, la localisation de tas de choses. On pense qu'il connaît très bien la région, peut-être qu'il y a travaillé, et peut-être que c'est un employé licencié de la Northern. Encore un mot, une certitude, et Jean-Pierre Otelli le disait, c'est des mois de préparation, sûrement. Oui, c'est des mois de préparation, parce que surtout, il a une connaissance très très précise de l'appareil, et puis des caractéristiques de l'appareil, notamment une des caractéristiques qui va lui permettre plus tard de partir, de s'enfuir. L'argent et les parachutes vont être acheminés à bord, et jusqu'au dernier moment, personne ne va savoir ce que veut vraiment ce Dan Cooper, et comment il va pouvoir se sortir de cette histoire. Le vol 305 est au sol, mais les passagers n'ont pas été autorisés à quitter l'appareil de la Northwest Airlines. L'équipage leur demande de patienter, le temps de changer de passerelle. Pas question d'affoler qui que ce soit jusqu'à présent. La présence à bord d'un pirate de l'air n'a pas été ébruitée. Celui-ci, le passager Dan Cooper, est toujours tranquillement assis au fond de l'avion avec sur ses genoux une mallette qui contiendrait un engin infernal. Il a demandé que seule la porte arrière du Boeing
Boeing soit ouverte. C'est chose faite. Le commandant William Scott lui confirme que les $200 000 et les parachutes sont là, au pied de la passerelle. Dan Cooper ne veut pas s'exposer. Il risquerait d'être ceinturé ou abattu avant même d'avoir touché à la rançon. Il demande à l'hôtesse Florence Schaffner de se charger de ce transport. Celle-ci remonte ainsi le sac de dollars et les 4 très lourds parachutes. Le FBI a pour ordre de ne pas intervenir. Cooper vérifie les liasses de billets. Certaines, une minorité, ont pu être photocopiées par la police pour noter les numéros. Le pirate vérifie ensuite les 4 parachutes, le système de courroie et d'arrimage. Tout est en ordre. Il demande au commandant de laisser sortir les passagers et également de laisser partir les 2 hôtesses, dont Florence Schaffner. Les portes du Boeing se referment et l'avion reste pour le moment cloué au sol. Il n'y a plus que 5 personnes à bord. Le passager pirate, le commandant de bord William Scott, son copilote, le mécanicien navigant et la chef de cabine Tina McClough. Cooper demande un ravitaillement express en kérosène, demande immédiatement exécutée. Il explique alors au commandant le plan de vol prévu. L'appareil va prendre la direction de Mexico, cap sur les villes de Medford et Red Bluff. À 19h46, le Boeing 727 redécolle. Le FBI va alors tenter de le suivre à la trace. Un avion militaire Hercule C-130 est déjà en position dans le ciel, tout comme 2 chasseurs fantômes de l'US Air Force. Ils ne doivent surtout pas se faire repérer. Juste après le décollage, Dan Cooper se poste dans la cabine de pilotage. De toute évidence, il connaît par cœur le maniement des instruments de bord et sait lire tous les cadrans. Serait-il un ancien pilote ? Il est 19h52 quand l'avion atteint l'altitude de 10 000 pieds, exigée par Dan Cooper, environ 3 000 mètres. Une altitude basse pour un appareil commercial. L'équipage a pour ordre de réduire la vitesse au maximum, environ 150 nœuds, 270 km/h, la vitesse d'un avion de tourisme. Le pirate demande à la chef de cabine de rejoindre les 3 hommes d'équipage dans le cockpit. Obligation de couper la radio et de ne pas sortir, sinon tout explosera. Le Judas du poste de pilotage est obturé avec du sparadrap. À 20h01, un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord du Boeing. Le signe qu'une porte est ouverte. Une légère décompression se fait sentir, pas de dépressurisation à cette altitude. Le commandant note la position de l'avion, 25 000 au nord de Portland, à l'intersection d'East Fork Lewis River et de Columbia River. Personne ne l'a vu, mais Dan Cooper vient de sauter en parachute avec les $200 000. Jean-Pierre Otelli, incroyable sortie, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes pilote, donc vous connaissez parfaitement ces histoires d'aviation. Comment est-il possible, question de béotien, moi je n'y connais rien, comment est-il possible de sauter d'un avion en ligne ? Alors, il faut voir que dans ce qu'a fait Dan Cooper là, et dans ses connaissances de l'avion, il y a ce qu'on pourrait appeler des coups de génie. Le premier coup de génie, c'est d'avoir libéré les passagers et fait partir les 2 hôtesses. Ça lui laisse la cabine entièrement pour lui. Il est tout à fait tranquille, il peut faire ce qu'il veut. Deuxièmement, il connaît parfaitement, vous l'avez dit, le pilotage d'un 727 et il sait parfaitement, si demain on vous demande d'ouvrir une porte arrière de 727, ni vous ni un passager quelconque ne saura. C'est tout un système qui se trouve à l'extérieur du poste de pilotage. Et ensuite, il sait parfaitement que, en volant à 150 nœuds, comme vous l'avez dit, avec le train sorti, 15 degrés de volet et pratiquement rien à la puissance, le Boeing va voler très lentement. À 10 000 pieds, il va consommer très peu, mais il ne va pas avancer. Or, il a dit qu'il partait pour Mexico. Oui. Or, s'il veut aller à Mexico, le commandant le dit, on va mettre une semaine à cette vitesse-là. Oui, c'est ça. Donc, son but, c'est justement que ça aille très lentement, qu'il n'aille pas loin, juste à l'endroit où il veut, parce qu'il va décider de partir, de quitter l'avion à un endroit bien précis qu'il a choisi lui-même. Ouais. Alors il va sauter dans le vide, là, et vous dites que c'est possible à cette vitesse et tout, etc., surtout quand on est sûrement un parachutiste expérimenté, ce qui a l'air d'être son cas. Question simple, Jean-Pierre Otelli, il y a 3 avions qui sont dans le ciel, qui le suivent un peu, qui le coursent comme ça. Le gros C-130, un Hercule, c'est un gros porteur, et puis il y a ces 2 avions de chasse qui sont très rapides. Pourquoi ces avions ne l'ont pas vu sauter ?
Il y a 36 raisons. D'une part, parce qu'il fait très mauvais, donc le Boeing, il vole pratiquement tout le temps dans les nuages. Deuxièmement, parce qu'ils sont obligés, un Phantom, ça ne vole pas à 150 nœuds, c'est vraiment une vitesse trop faible pour lui. Donc les deux Phantoms sont en train de faire des zigzags derrière le 727, il n'arrive pas à tenir. Quant au C-130, il suit les indications que lui donne le radar au sol, mais personne n'a le visuel réel sur l'avion. On a simplement les indications du contrôleur radar qui leur dit virez un peu à droite, virez un peu à gauche, et les types sont en train de zigzaguer derrière. Ça marche pas, quoi. Ils voient rien. Il voit rien. Alors Pierre Mikhaïlov, également notre invité ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes dans le studio de l'heure du crime, auteur de l'affaire Dan Cooper, un livre qui vient tout juste de sortir. Il y a une attitude un peu grand seigneur quand même de Dan Cooper avec les passagers, les hôtesses, et la dernière à l'avoir vu, c'est Florence Schaffner. C'est peut-être la femme qui le connaît le mieux finalement. Elle l'a vu au total peut-être qu'une heure, mais elle le connaît le mieux. C'est vrai, c'est elle qui a le plus répondu aux interviews sur Dan Cooper. Il a un côté un petit peu pirate de l'air, gentleman pirate de l'air. C'est vrai qu'il traite très bien tout le monde et on sent qu'il n'a pas envie qu'il y ait de casse humaine. On sent qu'il a pas envie de jouer avec la vie des passagers, effectivement. Il prend vraiment aucun risque à ce niveau-là. Donc il va libérer les passagers, ce qui est un geste tout à fait remarquable. Et il va continuer à entretenir le contact avec l'équipage, à parler. Comment ça se passe? Il est toujours aussi aimable, posé, directif? Au bout d'un moment, le contact est coupé puisque l'équipage reste dans la cabine de pilotage et lui, de son côté, prépare son évasion et reste seul dans la cabine. Donc il y a pas énormément, une fois que l'avion redécolle le plein fait, il n'y a plus tellement de contact entre l'équipage et Dan Cooper. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont raconter l'équipage une fois qu'ils seront sortis d'affaires, si je puis dire, une fois qu'ils auront pu finalement se poser sans Dan Cooper? Eh bien, à part justement pas grand-chose, à part l'hôtesse Schaffner qui l'a approché le plus. En fait, ils ont peu d'éléments sur Dan Cooper. Leur témoignage aura assez peu de poids. Je crois quand même que le commandant du bord dira qu'il a eu très peur. Oui, forcément, bien sûr. Bien sûr. C'était pas, on rigolait pas, je veux dire. Bien sûr, mais quand on est face à un homme qui a une mallette qui est censée contenir des explosifs, évidemment, on a très peur. D'ailleurs, ces explosifs étaient-ils réels ou pas? On ne sait pas. C'est aussi une question. Voilà, c'est aussi une des questions. On peut en douter, voilà, mais dans le doute, il valait sans doute mieux préserver les passagers. Avant toute chose, oui, bien sûr. Jean-Pierre Otelli, vous racontez une petite anecdote dans votre ouvrage. Pendant le détournement, ce sont des enfants qui lui disent au revoir en sortant de l'avion et qui disent « Est-ce que c'est vrai, vous êtes un méchant ?» C'est ça ? Alors, c'est tout à fait. Il y a deux enfants qui sont les enfants de Tomkins, qui vont être marqués à vie, non pas parce qu'ils ont eu peur, mais parce qu'ils ont finalement appris l'histoire par la suite. Et comme il a toujours gardé ses lunettes de soleil avec lui, la maman des enfants leur a dit arrêtez de vous retourner et de le regarder. Sans arrêt, monsieur, de le regarder. Et en sortant de l'avion, au moment où les deux gosses passent devant Dan Cooper, il y en a un des deux, il y a Stuart qui lui dit est-ce que c'est vrai que vous êtes un vrai gangster, hein? Et Dan Cooper leur répond avec un grand sourire mais non, pas du tout, les gangsters ça n'existe pas dans les avions, hein, c'est pas possible. Et les gamins se rappelleront toujours, parce que dès qu'ils seront au sol, on leur racontera ce qui s'est passé et ils en garderont un souvenir assez agréable, parce que finalement ce monsieur il a été très gentil avec tout le monde, il a été très aimable, et même l'équipage, même le commandant de bord par la suite avouera par la suite qu'il a ressenti une sorte de début de syndrome de Stockholm. Vous savez, le fait que les gens qui sont pris en otage finissent. Les otages qui ont de l'affection pour leur gardien, effectivement, c'est le syndrome de Stockholm. Le 727 se pose sans son dernier passager, Dan Cooper. Il n'a quasiment rien laissé derrière lui. Cet inconnu est alors l'homme le plus recherché des États-Unis. Vont alors commencer des recherches qui vont durer une éternité. Grâce aux annotations et au repérage de l'équipage, la zone où aurait atterri le passager pirate Dan Cooper est située au-dessus du Mervyn Lake, près du mont St. Helens. C'est une région sauvage et très boisée où se trouvent de nombreuses cascades et cours d'eau. Il y a peu d'habitations dans ce secteur touristique où il est facile de disparaître et de se cacher. Dan Cooper
avait-il prévu d'atterrir à cet endroit ? C'est tout à fait possible au regard de la méticulosité de son plan. L'homme n'a vraiment rien laissé au hasard. Des équipes de rangers et des hommes du shérif sont envoyés sur place. Des renforts de la garde nationale, des équipes de chiens renifleurs sont mobilisées. Une gigantesque battue est organisée. Les points d'eau sont scrutés. Les bungalows et chalets de montagne visités. Des barrages sont installés sur des pistes et des routes. À cause du mauvais temps, les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Des jours et des jours de recherche. Un périmètre de 20 km² est ainsi passé en vain au peigne fin. Aucune trace de ce Dan Cooper, dont d'ailleurs on ne sait rien. On ne sait même pas à quoi il ressemble exactement. L'hôtesse Florence Schaffner a décrit un homme âgé d'une quarantaine d'années, 1m80, 80 kg, sportif et musclé. Un portrait robot est dressé et publié, mais pour le moment, il ne suscite que des témoignages fantaisistes. Retrouver cette as du détournement est alors une priorité pour le FBI, qui a le sentiment d'avoir été ridiculisé par ce personnage. L'opération Nordjack, abréviation de Nordjacking, traduction détournement d'un avion de la Northwest Airlines, est lancée. Des listes de suspects sont passées en revue, 800 sont interrogés et parfois même menacés de prison s'ils n'avouent pas, mais pas de Dan Cooper dans le lot. En 1972, les soupçons se portent sur un certain Richard McCoy, vétéran du Vietnam. Il détourne un avion de la United Airlines avec la même méthode que Cooper, mais sans succès. Il sera tué par la police. Il ne ressemble en rien à Dan Cooper dont il se serait inspiré. 9 ans après le braquage en plein ciel lors d'un pique-nique familial, Brian Ingram, un garçon de 8 ans, déterre une liasse de $20 en pleine forêt, le long de la rivière Columbia. Il y a là, au total, quelques $5 800. Le shérif est prévenu de cette découverte. Il est établi que ces billets, dont certains avaient été photocopiés avant d'être remis aux braqueurs, proviennent bien de la rançon. Pourquoi était-il caché ici ? Aucune explication. Les recherches reprennent dans le secteur, mais pas d'autres découvertes, pas d'argent, pas de parachute, pas de Dan Cooper. Pierre Mikhaïlov, auteur de l'affaire Dan Cooper, pourquoi on ne le retrouve pas, cet homme ? Pourquoi on ne trouve rien ? Alors, il y a cette fameuse liasse qui va être découverte plus tard de billets, mais c'est la seule trace. Non, mais ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on n'ait retrouvé aucune trace du parachute, aucune trace de la toile du parachute. C'est absolument assez incroyable. Alors, soit c'est parce que effectivement, il a très bien préparé son coup et il est parti dans la nature avec ses $200 000, ou c'est parce qu'il s'est craché quelque part et est mort après avoir sauté en parachute, et que l'on n'a jamais retrouvé son corps. Alors le mystère qui vient s'ajouter à ce mystère, c'est effectivement cette liasse de billets qu'il aurait perdu et qu'on retrouve des années plus tard au bord d'une rivière. Et ce petit garçon d'ailleurs qui a retrouvé ces billets a eu le droit de conserver une partie des billets et il les a revendus au cours d'une vente aux enchères des années plus tard et ça lui a rapporté $37 000. Donc tout le monde n'a pas tout perdu dans cette histoire, dans cette affaire. Dan Cooper a été un bienfaiteur. Un bienfaiteur pour ce garçon. On l'a parfois surnommé Robin des Bois, on se demande un peu pourquoi, mais enfin bon, en tout cas il n'avait rien à Robin des Bois. Non, mais bienfaiteur pour un petit garçon. Jean-Pierre Otelli, pilote, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. On le dit depuis le début et vous l'expliquez très bien. Il ne fait rien au hasard, Dan Cooper. Le choix de se parachuter à cet endroit, c'est sans doute pas un hasard. C'est une région extrêmement sauvage. C'est évident. D'abord, la région est sauvage. Ensuite, la météo, comme je le disais tout à l'heure, joue absolument contre la police. Et le timing joue contre la police parce que il a choisi l'heure de l'avion, l'heure de décollage, pour que ça arrive à la tombée de la nuit. Et quand il saute, c'est le crépuscule. Donc, et l'avion va encore voler, le Boeing va encore voler pendant 4 heures avant qu'il puisse donner l'alerte et donner l'endroit où il est tombé. Donc, les recherches ne vont commencer qu'à 1h du matin, en pleine nuit. Il y a absolument rien à faire dans une région qui est extrêmement difficile d'accès, où il pleut et où en montagne il commence à neiger. Vous voyez, donc on est dans des circonstances exceptionnelles. On est dans un cas où c'est une succession, je le dis, de coups de génie qui ont
permis de laisser toutes les traces. Alors il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que ce sont des coups de génie qui sont valables en 1971. Oui, bien sûr. En 1970. Aujourd'hui, il est certain qu'on aurait retrouvé Dan Cooper avec facilité, dans la mesure où il a posé les mains sur des accoudoirs. Bien sûr. Ou qu'il aurait été tué avant, d'ailleurs, lors d'une opération des forces spéciales qui ont été rodées ensuite à ce genre de détournement. Encore une question, Jean-Pierre Otelli. Vous êtes un spécialiste. Vous dites il s'est jeté en parachute en pleine nuit. Ça, c'est vraiment... alors, c'est un shooter professionnel, comme on dit, Dan Cooper, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors il saute pas en pleine nuit, mais il saute au crépuscule. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que c'est quelqu'un de confirmé. C'est pas quelqu'un qui a 15 sauts en parachute. C'est vraiment un shooter expérimenté qui sait à quel endroit il saute, qui a préparé son timing, qui sait exactement où il va arriver et qui a déjà préparé. Il l'a pas préparé au sol parce qu'il va tomber un peu, quand même pas exactement au point où il le veut, mais qui a déjà avec lui certainement les vêtements civils, qui a déjà le matériel pour enterrer la rançon, pour se cacher. Enfin, tout est prêt dans son système. C'est évident qu'on a affaire à tous les niveaux à un vrai professionnel. Tout à fait. Et c'est pour ça que le FBI essayera de recouper toutes ces données, un bon shooter, un pilote, quelqu'un qui a une connaissance de la météo suffisante, etc. Mais malheureusement, ça marchera pas. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait été tué parce que on pense même que toute une partie de la région, dans l'État de l'Oregon, connaît l'identité de Dan Cooper parce que d'abord parce qu'aujourd'hui encore il y a des cérémonies, les Américains savaient très bien exploiter ce genre de choses et qu'il y a aujourd'hui des cérémonies annuelles pour fêter la réussite de Dan Cooper, y compris à partir de la base où les chasseurs ont décollé. Mort ou pas mort, l'opération Norjack va durer pas moins de 45 ans. Les visages de certains suspects vont ressurgir de façon récurrente, mais sans apporter la clé de l'énigme. Et si la vérité se cachait dans la cravate de Dan Cooper ? Le mardi 12 juillet 2016, 45 ans après le braquage en plein ciel de Dan Cooper, les autorités américaines décident de refermer le dossier. Celui-ci restera donc un cold case, une affaire non élucidée. Le FBI ne travaillera plus de manière active sur le sujet, des centaines de milliers de dollars ayant déjà été engloutis dans ces investigations. Peu après cette décision, 3 scientifiques indiquent avoir fait des découvertes intéressantes sur le seul objet, hormis le deuxième parachute, abandonné par Dan Cooper dans l'avion de la Nord-Ouest. Sa cravate noire de marque J.C. Penney qu'il avait laissée sur son siège, la place 18E. Les chercheurs ont trouvé sur cette cravate, un accessoire qu'on ne lave que rarement, des traces de métaux rares dont du titanium pur. Ils en déduisent que Cooper travaillait sans doute dans le milieu de l'aviation, peut-être même chez Boeing, qui utilisait alors ses composants. La piste de la cravate est toujours d'actualité. En 2012, une femme affirme que son oncle, mort en 1999, était l'auteur du détournement. Il était rentré un soir couvert de bleu et d'égratignures. Il aurait avoué plus tard avoir résolu tous les problèmes d'argent de la famille après avoir détourné un avion. Une autre femme, Jo Weber, dira avoir été toujours convaincue que son mari était le pirate. Une ressemblance frappante. Il lui aurait avoué sur son lit de mort « Je suis Dan Cooper ». Autant de supposés et possibles coupables dont aucun ne convaincra le FBI. Mort en sautant en parachute, mort de sa belle mort, toujours vivant. À ce jour, personne ne sait ce qu'est devenu l'homme qui se faisait appeler Dan Cooper, le braqueur du ciel. Alors, Pierre Mikhaïlov, auteur de l'affaire Dan Cooper, que peut-on dire de cette enquête du FBI qui est monstrueuse, 45 ans, des efforts énormes, des centaines de fonctionnaires qui vont travailler sur le sujet, et pourtant, à la clé, rien. Voilà, et des montagnes de dossiers qui se sont accumulés dans les archives du FBI, d'interrogatoires qui, effectivement, n'ont absolument rien produit. C'est la plus longue enquête du FBI, et c'est aussi le seul détournement
d'avion qui se soit produit aux États-Unis qui n'ait jamais été élucidé. Ah, c'est le seul. C'est le seul, absolument. Et peut-être le seul dans le monde aussi, parce qu'en général, on retrouve les pirates de l'air où en général ça se termine mal, ils sont interceptés. Oui, puis il y a des revendications, etc. Il y a des revendications. Où les gens... là, voilà. Et dans le cas d'Ann Cooper, ce qu'il y a de remarquable, évidemment, c'est sa disparition, son évaporation. On ne va rien trouver à part cette micro-liasse de billets dans cette forêt. Et le fait comme ça qu'ils disparaissent sans trace. Alors, il y a cette histoire des chercheurs dont j'ai parlé, avec ce titanium pur qui est découvert sur cette cravate des années après, avec des recherches assez pointues, microscope électronique, etc. Que faut-il en penser ? C'est intéressant comme piste. C'est très intéressant parce que ça voudrait dire qu'il aurait peut-être travaillé dans un entrepôt d'une compagnie aérienne ou qu'il aurait travaillé pour un fabricant d'avions, en l'occurrence pour Boeing, ce qui expliquerait qu'il connaisse aussi bien le fonctionnement et puis les secrets du Boeing 727. Donc c'est une des pistes et en même temps, dans ces entreprises, dans ces sociétés, on n'a jamais trouvé un employé qui aurait disparu à la date du 24 novembre 1971. Donc le problème aussi, c'est qu'aux États-Unis, on ne trouve aucune disparition qui correspondrait à cet homme de 45 ans, de taille moyenne. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi demandé s'il n'était pas canadien, s'il ne venait pas du Canada, parce qu'aux États-Unis on ne trouve pas de disparition qui correspondrait. On aurait même canadien, on aurait croisé, ou même français, on aurait fini par croiser un profil qui aurait pu correspondre. En l'occurrence, on ne croise rien. On ne l'a pas fait. On ne trouve pas de traces. On a l'impression que c'est comme on dit entre guillemets, mais c'est un loup solitaire, Dan Cooper. Ah ça c'est quelqu'un qui a agi en solo et sans doute qui a peut-être préparé ça dans son garage ou je ne sais où, ou dans un motel quelconque pendant des mois et des mois, sans se faire remarquer. Jean-Pierre Otelli, pilote et auteur du livre Gangsters du ciel, de tous les suspects qui vont passer entre les mains du FBI, 800 personnes qui vont être interrogées, est-ce que selon vous, il y a des profils qui sont plus intéressants que d'autres ? Alors oui, il y en a eu quelques-uns qui étaient un petit peu meilleurs que les autres, mais on peut dire quand même que tous ceux qui ont été soit interrogés, soit ceux qui ont fait des tentatives similaires à celle de Dan Cooper, il y en avait aucun qui lui arrivait à la cheville. Il y a eu beaucoup d'imitateurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé après de faire exactement la même chose. Il y en a même un qui a fait le même jour avec la même compagnie, avec le même numéro de vol et qui s'est fait avoir. On avait quand même, après c'était des pieds nickelés à côté de lui. Bien sûr. Ouais. Là, on a affaire, ce que vous dites d'ailleurs depuis le début de cette émission, on a affaire à un professionnel, quelqu'un de très pointilleux, qui a sans doute préparé cette opération depuis des mois. Alors, Jean-Pierre Otelli, l'enquête aujourd'hui, elle est officiellement refermée. Évidemment, elle peut toujours rebondir. Est-ce qu'on peut imaginer que l'ADN, par exemple, puisse révéler certaines informations qu'on n'aurait pas encore trouvées ? Oui, on peut toujours l'imaginer, mais d'une part, comme vous l'avez dit, l'enquête elle est fermée, et d'autre part, il faut quand même retrouver, apparemment on n'en a pas retrouvé sur la cravate, on a retrouvé le titane, mais pas de traces d'ADN. Aujourd'hui, si Dan Cooper refaisait son coup, il n'aurait aucune chance. Il serait immédiatement pris, parce qu'aujourd'hui la police scientifique a fait des progrès considérables, parce qu'aujourd'hui les GPS des avions permettent de localiser pratiquement au mètre près l'endroit où vous trouvez à un moment précis. Donc notre ami Jacques Pradel va sortir bientôt un bouquin sur la police du scientifique du futur. On va voir apparaître des techniques absolument incroyables. Et le Dan Cooper n'aurait aucune chance de s'en sortir dans un cas pareil aujourd'hui. Tout à fait. Et puis ce qui est très étonnant, Jean-Pierre Otelli, en un mot vraiment, mais c'est qu'il a laissé quand même des empreintes digitales partout dans l'avion. On n'a rien trouvé. Alors, c'est là où on a un petit peu, on comprend pas très bien. C'est qu'il ne portait pas de gants, ça on en est sûr, et pourtant il a dû être extrêmement prudent dans les objets qu'il a touchés, de façon à porter des gants aurait paru suspect. Oui, c'est ça. Donc il est effectivement, mais on n'a pas trouvé quoi que ce soit. Il y a rien qui est sorti. Encore un petit mot, Pierre Mikhaïlov, parce qu'on arrive vraiment au bout de l'émission. Jean-Pierre Otelli lui dit, pour moi, il n'est pas mort, etc. Selon vous, alors en quelques mots, votre avis? J'aimerais bien qu'il soit toujours en vie quelque part et heureux et libre, mais malheureusement, je me fierais plutôt à l'avis du FBI pour qui aujourd'hui on ne recherche plus Dan Cooper vivant, mais on recherche le cadavre de Dan Cooper en fait. Je me serais
je pencherais plus pour cette thèse. Et cadavre qu'on n'a toujours pas retrouvé de toute façon. Quelque part, peut-être dans une forêt. Merci beaucoup Pierre Mikhaïlov et Jean-Pierre Otelli d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Dan Cooper, une énigme criminelle totale. Histoire vraie, même si on se pince toujours pour y croire 50 ans après. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation, puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois avec nous cette heure du crime.